le savez sans doute, ce soir c'est une première d'un festival des solutions écologiques organisé par le mouvement d'Escarpé. Et ce qui fait peut-être l'originalité, l'utilité que vous proposez ce soir, c'est de trouver ensemble des exemples et des témoignages d'entreprises qui témoignent qu'il est possible de trouver le bon équilibre entre économie, écologie, développement territorial. Pas des écolos nés écolos avec parents écolos, non pas du tout. Et en fait, on a eu un parcours où on s'est fait convertir par nos clients, avec qui on s'est aperçu à notre grande surprise, nous on avait plutôt l'habitude des rapports un peu, je sais pas si conflictuels, mais comment pas se faire avoir dans une relation commerciale entre un fournisseur et un client. Et avec ces magasins bio, on s'est rendu compte qu'il était possible d'avoir des relations vraies, des relations justes, etc. Ça nous a fait beaucoup cheminer. Et je dirais qu'un petit peu, c'est nos clients qui nous ont convertis à faire quelque chose pour la transition écologique. J'aime bien la liberté, encore une fois. Et donc, nos petits pères, nos petites mères qui nous attendent tous les dimanches pour avoir un petit goût de la mer à 250 km d'où ils sont. C'est la petite joie du dimanche. Ça fait partie de casser la morosité quand on vieillit. Donc, c'est aussi ça qui nous tient, c'est qu'on doit être au rendez-vous de leur petit bonheur quotidien et de leur apporter un aliment qui est sain. Et donc, sans plus tarder, après se nourrir, que ce soit dans des supermarchés ou surfaces bio, avec des huîtres naturelles, on va passer à l'étape se loger. Pour illustrer se loger, on a invité Pierre, donc de Tiquat Construction. Pierre, est-ce que tu peux dire pourquoi tu fais ce métier? Qu'est-ce qui fait te lever le matin? Qu'est-ce que vous faites de chouette? Et c'est quoi vos défis pour l'avenir? Donc l'entreprise Tiquat a été créée en 2007, spécialisée dans les constructions écologiques, les charpentes traditionnelles. Voilà. Donc depuis, on a aussi un petit peu évolué. On fait aussi beaucoup de fabrication de meubles, menuiserie intérieure. Alors certains appelleraient ça le déchet, ou la fin de vie, peu importe. Quand on a fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe après? Et toi, Stéphane, je pense que tu as une histoire super intéressante avec Moulineau à raconter sur quand on a mangé au restaurant, qu'est-ce qui se passe après? Ensuite, j'ai monté Moulineau, l'entreprise qu'il vous faut, normalement, en se disant, voilà, maintenant, on va accompagner les restaurateurs, on va collecter cette matière, et on n'est plus dans le déchet, mais la matière première, et ensuite, on va la valoriser en méthane. Donc ça, c'était les premières actions, en 2014-2015, et ensuite, j'ai voulu refaire ce que je faisais dans ma cave, mais à échelle grandeur nature. Donc on a été les premiers à mélanger ce reste alimentaire qui est de l'azote, avec du déchet vert qui est du carbone, et avec des vers de terre qui venaient affiner cette matière-là et la réenchérir, de manière à montrer qu'on était capable de recréer un vrai produit pour renourrir les sols. Après tout ce qu'on vient d'entendre, en Bretagne, puisque tu diriges l'association Produits en Bretagne, selon les observations du moment, où on en est en Bretagne dans l'économie du bon sens? Donc Produits en Bretagne, c'est une association qui a été créée en 1993 avec pour mission de développer l'emploi en Bretagne en mobilisant 2 ou 3 leviers, on va dire. Il y a un premier levier qui est un levier très citoyen, hein, c'est inviter les gens à privilégier les achats locaux quand c'est possible, parce que ça crée de l'emploi localement. Un deuxième levier qui est d'apprendre aux entreprises à travailler plus et mieux ensemble, c'est un petit peu l'effet réseau. Et on va dire un troisième levier qui est de valoriser les savoir-faire économiques et culturels des entreprises de la région. Merci, donc je fais le gardien du temps et comme il est 19h15, je pense que c'est l'heure de clore cette table ronde. Je voulais vous remercier tous ici sur le panel, bien sûr, pour vos témoignages, votre énergie, vos réalisations. Je voulais remercier bien sûr tous ceux qui sont assis là. Et si les ventres sont vides, vous signalez que évidemment nous allons pouvoir enchaîner avec un délicieux dîner tous ensemble. On est absolument ravis de vous avoir toujours tous ce soir pour une deuxième table ronde qui est plutôt une table ronde politique cette fois, puisque la première a été dédiée aux entreprises et à la sphère économique. Et pour cette table ronde, je vais donc présenter les intervenants de ce soir. À ma gauche, Stéphanie Aubé, qui est maire de Lecey dans la Manche, Alexandre Garcin, qui est élu à Roubaix à la transition écologique et à l'économie circulaire, Erwan Balanan à ma droite, qui est député dans le Finistère,
Jean Olivreau, qui est géographe, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'activités, Jean, et Daniel Cueff, maire honoraire de Langouette, dont le nom ne vous est sans doute pas étranger, puisqu'on l'a beaucoup vu en vrai et sur les réseaux sociaux dans les derniers temps. Bon. Donc, sans plus tarder, le propos de cette deuxième table ronde du Festival des solutions écologiques, c'est finalement quel peut être le rôle de l'élu et de l'élu local, pour ceux qui sont des élus locaux, dans cette transition. Est-ce que l'élu seul peut impulser le changement? Est-ce qu'il accompagne le changement? Est-ce qu'il fait les choses seul? Est-ce qu'il fait les choses avec les forces vives? C'est quoi les leviers d'action? On pourrait certainement faire un long catalogue de tout ce qui ne marche pas, mais le but de cette table ronde, c'est plutôt de donner des exemples de ce qui fonctionne. Voilà. Mon parcours personnel avant ça, c'était d'être une néo-rurale, puisque je venais de Paris, où je travaillais dans l'audiovisuel et la communication, et je suis devenue bergère dans les prés salés de la Manche il y a une douzaine d'années. Et c'est par le biais du pastoralisme et du lien à l'élevage que ma relation au terroir s'est créée et que j'ai eu l'impression de découvrir une forme d'humanité que je n'avais pas perçue en étant une citadine. Puisque à travers l'agriculture, il y a la découverte de cette dimension phare qui est l'alimentation et qui, à mon sens, est vraiment le socle de toute civilisation. C'est-à-dire que toutes les sociétés, elles se sont façonnées et posées à des endroits où il y avait de la ressource alimentaire. Et la question agricole et l'avenir agricole, il est au cœur des préoccupations. Là, ça nous paraît évident parce qu'on a eu la question de l'autonomie alimentaire avec le Covid. Mais ça paraît évident que sans agriculture, aucune civilisation n'est possible. Sans alimentation, le reste n'a aucune importance et nécessite même pas qu'on en débatte. Alexandre, justement, toi, moi ce qui me frappe dans ce qu'Alexandre peut nous raconter peut-être, c'est comment en gros tu as changé de vie professionnelle, comment tu finalement t'es orienté vers la politique, et comment avancer à pas de géant sur la transition écologique à Roubaix. Au départ, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, c'est un défi, c'est quand même un gros défi. Qu'est-ce qu'on peut faire à Roubaix alors que peut-être la priorité, c'est le chômage, l'emploi, des questions comme celle-là qui sont particulièrement aiguës sur ces territoires-là. Comment justement on entraîne un mouvement de transition écologique sur ces territoires? Bonsoir, alors moi je suis arrivé en politique en 2014 à travers une liste citoyenne qu'on avait faite un peu par hasard, au hasard des rencontres, sans avoir aucune chance au départ, et on s'était dit on va faire un programme dans lequel on va mettre tout ce que les politiques ne mettraient pas. On partait dans le mur, parce qu'on était vraiment une petite liste citoyenne, et en fait avant le premier tour on a fusionné avec la liste de centre droit, qui nous a permis en fait de fusionner nos programmes et de mettre des projets qu'on avait mis dans notre programme de liste citoyenne sur le programme de la liste fusionnée, et notamment un projet qui m'était cher qui était le zéro déchet. Et donc je me suis retrouvé à porter le zéro déchet à partir de 2014 dans cette ville qui est effectivement Roubaix, 100 000 habitants, c'est une grosse ville déjà, et des chiffres qui font peur. On est à plus de 40% de taux de pauvreté, 30% de chômage, donc des enjeux sociaux extrêmement forts, et qui effectivement, comme le dit Hélène, nous amène plutôt à penser que ce n'est pas la priorité de se lancer dans le zéro déchet. Juste deux mots, moi, pour me présenter. Donc, je suis Erwan Balanan, je suis député du Finistère de la circonscription Quimperlé-Concarneau, dans le sud Finistère. Et avant ça, j'ai commencé à m'engager en politique un peu de la même façon que tous les deux. J'étais sur une liste qui était une liste également citoyenne. Ça s'appelait pas vraiment comme ça à l'époque, mais c'était exactement ça. C'était en 2008. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai voulu me mettre sur la liste. J'étais effaré par la consommation du foncier agricole pour des zones d'activité commerciale que j'estimais complètement inutiles sur le territoire. Je vais passer la parole à Daniel, du coup, pour garder la fin pour Jean, pour réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et pour Daniel, justement, par rapport à un rôle de maire et au rapport à la nature ou au milieu dans lequel on se trouve, quelle est la force de frappe, c'est le mot qui me vient, d'un élu sur ces questions-là? Donc, en 1999, une élection partielle
à Languette, où je deviens maire à la faveur de cette élection partielle. Et je propose à mes collègues élus de travailler sur la notion de développement durable. C'était un terme complètement étranger au langage politique local. On parlait à peine d'environnement, on parlait un peu de cadre de vie, et encore le cadre de vie consistait au fleurissement du village. Donc cette notion était éminemment plus politique. Donc on a transformé cette chose qui était un peu théorique, un peu confuse, qui venait de l'ONU, enfin qui nous alertait déjà à l'époque, en 82, sur un certain nombre de choses qui arrivent maintenant. On l'a transformé par des challenges. Est-ce qu'on peut, oui ou non, se passer d'énergie fossile? Est-ce qu'on peut, oui ou non, construire du logement social très écologique? Est-ce qu'on peut, oui ou non, travailler sur une mobilité décarbonée? Est-ce qu'on peut, oui ou non, produire notre propre énergie? Et nous avons pris ces challenges et nous avons essayé de les réaliser dans un milieu qui est le milieu de Languette, qui n'était pas un milieu du tout favorable à l'écologie. Nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est très différent de ce qui se fait aussi, et je suis assez admiratif devant effectivement tout ce que les gens font avec la table ronde tout à l'heure, de façon très concrète. Ce que fait Denis, c'est ici, j'ai été ébahi. Alors, je vais évoquer 3 choses, un peu aussi pour titiller. Avec l'épreuve de la pandémie, j'ai demandé, un peu contrairement à ce qu'on me disait parfois, mais d'interroger directement sur ce que cet épisode pouvait changer chez les jeunes. Et j'ai ainsi obtenu 200 dossiers, études, copies, où il y avait leur réaction un peu en direct d'un vécu. Et du coup, il y a un champ analytique tout à fait considérable où c'est un vrai tsunami, ça a été une révolution. Ça a vraiment changé considérablement des gens qui se sont retrouvés. Alors, j'ai fait beaucoup aussi de cours via Zoom et tout ça, ce qui change complètement les modalités pédagogiques. Et les gens, en fait, notamment en 4e année en Sciences Po, puisqu'ils se font tous la 3e année obligatoire à l'international, il y a eu effectivement un retour vers ce que vous soutenez, une envie de territoire, de mettre les mains dans la terre, de local, etc., de redécouvrir la nature. Et ça laisse beaucoup d'espoir, même si je ne sais pas si ça va être passager, ou si ces gens, effectivement, vont s'inscrire dans des dynamiques davantage de durabilité. Oui, c'est ça qu'il faut créer, c'est des ambitions, des challenges, qui soient des challenges absolument humanistes, absolument forts, mais qu'on demande à tout le monde de venir avec sa compétence, ses compétences, son savoir-faire pour arriver à l'objectif. Et là, on est dans une démocratie qui n'est plus du tout une démocratie participative, mais une démocratie, je dirais, coopérative ou collaborative. Mais il faut qu'il y ait l'objectif politique ambitieux. Merci beaucoup. Comme je dois faire le gardien du temps et qu'il est tard, je vous remercie vraiment d'avoir écouté et participé à ces 2 tables rondes. On va prendre toutes les dernières questions qui restent en redescendant en bas auprès des tables, plus les dédicaces du livre de Daniel pour ceux qui souhaiteraient en avoir un exemplaire. Bel ouvrage et beau récit. Et donc, pour tous ceux qui en ont l'intention, on vous retrouve demain toute la journée pour le forum des exposants des solutions écologiques du territoire. Voilà, je crois que c'est à partir de 9h30. Et donc, il y aura énormément d'acteurs locaux, entreprises et associations à découvrir. Merci encore et bonne fin de soirée à tous.